Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour le film événement de ce début d'année, Dune, partie 2 de Denis Villeneuve, dont je fais le pitch tout de suite. Paul de la maison Atréide, rejoint les Fremen et cherche à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille, faisant un choix entre l'amour et le sort de l'univers connu, alors qu'il s'efforce d'empêcher un avenir terrible que lui seul peut prédire. Alors, attends, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas expliqué des trucs, là. En fait, il est bizarre ce pitch parce que ça dit des choses et en même temps, je pense que pour les gens qui savent pas, ça dit rien. Bah oui, parce que surtout qu'on n'a pas fait le premier. Alors, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas fait de podcast sur le premier. Mais j'ai l'impression que on a oublié des trucs là. Tu veux qu'on parle rapidement du premier ou pas ? On pourrait commencer vite fait par dire ce qu'on pense du premier. Ok. Alors du coup, je vais vite fait aller sur le premier, faire le pitch. Non mais sérieux. Le pitch du premier. Donc le pitch du premier. Dans un futur lointain, la guerre fait rage entre familles de l'Empire. Lorsque Leto Atréide est assassiné, son fils Paul s'allie au mystérieux Fremen pour contrôler la production d'épices et percer les secrets d'Arrakis, à la planète Dune. Oh c'est bien, ils font le tout début du film et la toute fin du film. Ouais, je suis d'accord, c'est marrant ce pitch. Donc, on est d'accord que c'est un projet qui est vraiment en deux parties. D'ailleurs, à la base, les deux films devaient être tournés en même temps, mais au final, ça n'a pas été le cas. Je crois que c'est à cause du Covid d'ailleurs que ça n'a pas été le cas, parce qu'il y a eu tout un truc sur le premier était sorti en même temps sur HBO Max de tête. Qu'est-ce que tu avais pensé du premier Dune ? C'était pas mon délire. Mais on était très excités d'aller le voir. Je sais pas si tu te souviens, mais on était très excités. Et on avait trouvé ça bien, même très bien, mais sans y voir le... Bien. C'était bien, sans plus. C'était un 15 sur 20. C'était un 15 sur 20. Oui, moi j'avais trouvé ça bien. En plus, on l'a revu avant d'aller voir le 2, pour se le remettre en tête. Ça reste un film assez magnifique, mais d'une incroyable froideur, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Ouais, bon. Mon fils, qu'as-tu pensé de Dune, partie 2 ? Alors, c'est un très bon film, trop long. Je pense qu'IMDb, en mettant 9 sur 10, c'est bien trop. Beaucoup trop, même. Je développerai plus tard. Ok, très bien. Je suis plutôt aligné avec toi. Je trouve que c'est un très bon film. Je ne vois pas de chef-d'œuvre. Voilà. Je trouve que c'est un très bon film avec plein de petits problèmes un peu partout qui parfois te sapent un peu le plaisir. Quelque chose que j'ai vu tout le long du film, et ça je sais que je le vois beaucoup plus que toi, du coup t'as été beaucoup moins gêné que moi, je pense. Oui, mais en fait tu sens qu'il y a plein de petites choses qui moi m'ont posé problème. Alors toi tu fais très attention aux incohérences, etc. Moi je fais plutôt attention à la manière, à la narration, à la manière dont l'histoire est racontée. Et tous les deux, on a eu plein de petits soucis. Après, restons honnêtes, c'est un très bon film, c'est un très bon blockbuster. Ça fait du bien de voir un film ambitieux. Moi, c'est ce que je te disais en sortant. Voir un film ambitieux qui ne réduit pas ses objectifs, que ce soit narratif, visuel, acteur, etc., et nous livre quand même un film d'ampleur, je suis content. Après, je suis d'accord avec toi, même si très bon est un terme trop fort, je trouve. Pour toi, très bon et très fort. Non, pour moi, je trouve que c'était très bon. C'est un film que je vais revoir avec plaisir. Je suis pas d'accord. Tu vois, je sais que dans... Ça, c'est un film que tu vas voir avec plaisir ? Dans 2-3 ans, je me refais les deux, ouais, avec plaisir. Pas bon. Pas toi ? Non. Toi, t'as pas envie de le revoir ? Non, parce que de 1, c'est trop long, et de 2, il y a des films bien meilleurs à revoir. Ok, très bien. Je te propose qu'on passe tout de suite à la partie scénario. Donc, comme toujours, c'est l'adaptation du livre Dune de Frank Herbert. Du livre Dune, pardon. Donc, faut savoir que c'est une série de romans de science-fiction. C'est toute une saga, hein, et là, pour l'instant, ils adaptent que le premier livre. Donc, le premier livre a été adapté en 2 parties, partie 1, partie 2.
Et que là, la partie 1 était vraiment sur la destruction de la maison Atréide et la fuite de Paul Atréide avec sa mère qui se réfugiait au sein des Fremen. Ça, c'était vraiment la première partie, d'accord ? Et la deuxième partie, on est beaucoup plus centré sur Paul Atréide qui devient une sorte de messie, d'élu, qui va mener les Fremen à combattre l'Empire. C'est ça. C'est ça, hein, pour reprendre le contrôle d'Arrakis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. On a l'impression que ça, c'est si on met sur 3 tiers le film, le premier, c'est 1 tiers, et le deuxième, c'est 2 tiers. Alors, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que, en fait, si on rassemblait en un seul film Dune 1 et Dune 2, que ça faisait l'histoire complète, tu trouves qu'il n'y a pas assez finalement de choses dans Dune 1 et trop de choses dans Dune 2 ? Oui. C'est ça ? Que c'est comme si sur la totalité de l'histoire qu'on aurait dû raconter sur les 2 films, on a raconté qu'1 tiers dans le Dune 1 et on a raconté les 2 tiers dans Dune 2. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et du coup, on a tout le temps, et je suis d'accord avec toi, alors moi c'est ce qui m'a posé pas mal de problèmes, c'est qu'on a tout le temps l'impression, pourtant le film dure 2h45, Oh, non, mais malgré qu'il dure 2h45, t'as quand même pas mal de trous à des moments donnés, plein de choses, il crée des ellipses assez fortes, mais du coup, tu sautes du coq à l'âne parfois, ça va très très vite. Et moi, ce qui m'a probablement le plus dérangé, c'est la progression du personnage de Paul Atréide. Je trouve que ça va trop vite. Mais du coup, l'histoire est mal racontée, le film. Si tu y repenses. Je peux pas dire le contraire. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle est mal racontée. Si. C'est exactement ce que tu viens de dire, sans dire le mot. Non. Je peux trouver quelque chose qui est bien, même si ça a des défauts. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'histoire est mal racontée. Il y a trop de choses, il y a trop de... J'aime cette histoire, mais je trouve qu'elle a des défauts. Je trouve qu'elle est racontée avec trop de... Comment dire ? Je trouve que la narration n'est pas fluide dans le film. Voilà. Du coup, c'est ce que je dis. Oui, mais ça reste... film, mais l'histoire est mal racontée. Mal raconté, c'est trop fort. C'est trop tranchant. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaye d'apporter de la nuance. Je trouve... Non, mais alors, pour le coup, c'est hyper important. Tu rigoles, mais... Il n'y a rien de pire que je déteste que c'est génial ou c'est nul. Tu vois, ça n'a aucun sens. Non, je trouve que en fait, c'est comme si... c'est comme des diapositives. C'est-à-dire que dès que tu es dans une scène, la scène, je la trouve très bien, mais les enchaînements entre les scènes, tu as l'impression que tu as des coupes dans l'histoire qui sont très dures et qui sont très apparentes. Et c'est pas fluide, du coup. Mais du coup, l'histoire est mal racontée dans ce que tu dis. C'est exactement la définition de mal raconté. Mal raconté, je trouve ça trop fort. Mais elle est racontée avec parfois des maladresses, je trouve. Ok. On passe au casting ? On passe au casting. Non, moi j'ai une dernière chose sur le scénario qui m'a posé problème. C'est que je trouve que tu as des pans de cet univers. Alors après, je pense qu'en termes d'adaptation, c'est très complexe à faire. Mais je trouve qu'ils se sont beaucoup concentrés sur la partie politique, en mettant de côté quand même pas mal le développement personnel et émotionnel, principalement quand même de Paul Atréide et du personnage de Zendaya, dont je me souviens plus le nom, mais on le retrouvera après. Ce qui fait que je trouve que ces 2 personnages-là, ils ont des réactions qui sont téléguidées par l'histoire, mais que tu ressens pas. Voilà. Je trouve que c'est un film comme le premier qui manque d'émotionnel. Je trouve que et je pense que on peut le dire de Denis Villeneuve au sens global dans sa filmo. Je mettrais probablement de côté Prisoners, mais tu retrouves ça dans Premier Contact, même si Premier Contact j'aime beaucoup. Villeneuve ? Ouais, tu retrouves ça dans Sicario. C'est un réal qui, je trouve, a du mal à gérer les parties émotionnelles de ses personnages. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc ça, je voulais quand même le rajouter. Sur la question du casting... Ah, Chani. Donc, le personnage principal, Paul Atréide, est interprété par Timothée Chalamet.
Ensuite, Très bon acteur. toi, tu trouves très bon acteur? Oh oui. Tu Non, l'avais... je trouve pas. Toi, t'as vu Wonka, non? Oui. Ouais, moi, je l'ai pas vu Wonka. C'était bien? Oui. Enfin, c'est sympa, mais c'est un très bon acteur. Ok. Moi, c'est pas un acteur qui me transporte. Tu sais, parfois, t'as ces acteurs, je sais plus à qui oui, j'en avais parlé pour Pauvre créature, un film que j'ai vu, dont on fera pas de chronique, tant pis, parce que tu l'as pas vu. Et dedans, c'est Emma Watson, que tout le monde adore, et moi, j'aime pas du tout cette actrice. Je trouve que tu vois, je ressens rien, mais tout le monde l'adore. Et donc, bon, bah, tu vois, c'est la vie, tu vois, tu peux pas avoir les mêmes avis que tout le monde. Et du coup, par exemple, Pauvre créature, ça m'a beaucoup fait sortir du film. Alors là, c'est moins fort, parce que Timothée Chalamet, c'est pour moi plus transparent, mais c'est pas un acteur qui me porte, non. Après, on peut pas dire que c'est un mauvais acteur. Non, je te dis pas que c'est un mauvais acteur, mais c'est juste quelqu'un qui me transmet rien. Voilà. En fait, si tu veux, et peut-être que c'est pour ça aussi que sa progression de simple fils qui devient l'élu, moi, j'y crois pas, tu vois. Il me fait pas du tout... parce que si on faisait un parallèle, c'est quand même l'équivalent... t'as quand même une progression de personnage qui est quand même assez similaire à Anakin Skywalker dans Star Wars. Ouais. C'est-à-dire le gamin qui perd toute sa famille, qui a finalement des pouvoirs, qui d'un coup devient empereur et qui tombe dans sa part d'ombre. C'est globalement... En fait, c'est... Le personnage de Paul Atreides, c'est Anakin Skywalker jusqu'à ce qu'il devienne Dark Vador. C'est juste avant Dark Vador, tu vois, la progression, à peu près. Ouais. Et après, t'as fini sur Timothée. Non, et donc juste pour finir, tu vois, je trouve que quand il doit exprimer cette part-là d'ombre et de terreur, et tu vois, notamment le combat final, bon, on spoil, hein, alerte spoiler, je pense que pour ceux qui voulaient qu'on se fasse un avis, je pense qu'on a déjà donné notre avis en non-spoiler, donc là on passe en partie spoiler. Notamment le combat final contre... alors attends, on va le retrouver là, le mec. Fade Rota, qui est interprété par Austin Butler. C'est ça, hein? Non, c'est vraiment pas lui. Si, je crois que c'est lui. Je pense que c'est plus en bas. Si, c'est lui. Qui joue qui? Qui joue le baron. Le neveu du baron. C'est lui? Ouais, le neveu du baron Harkonnen. Il est complètement transformé. Hein. Ouais, on en viendra après à lui. Je trouve que lui, il dégage un truc de ouf. Et dans le combat final entre donc Timothée Chalamet, le personnage de Paul Atreides interprété par Timothée Chalamet, et le personnage de Fade Rota interprété par Austin Butler, moi je trouve que Austin Butler, il bouffe l'écran, si tu veux, et il le bouffe, Timothée Chalamet. Et malgré tout, comme c'est le héros qui doit gagner, c'est Timothée Chalamet qui gagne, mais tu vois, moi, c'est là où mais bon, c'est un détail. Et je pense que pour le coup, ça m'est très personnel. Et je trouve... Non, pas tant que ça, parce que moi, je ferais la même comparaison avec Zendaya, qui joue Shani. Ah, okay, Shani elle est tellement super. plus charismatique. Exactement. Et quand on voit Zendaya et Timothée Chalamet ensemble, tu regardes Zendaya, exactement. Tu regardes pas l'autre. Exactement. Bon, après, on est des garçons, c'est peut-être aussi pour ça. Non. Mais je vois ce que tu veux dire, non. Mais je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, on passe au deuxième personnage principal, qui est Zendaya, interprétée par Shani. Bon, elle, je la trouve vraiment super. Ouais. Et je trouve même que son personnage est bien, même si je trouve que dans le dernier quart du film, il s'efface un peu. Moi, elle fait rien du tout. Exactement. Et donc, ça, c'est un peu... Dommage. C'est un peu dommage. On passe au personnage, moi, que j'ai trouvé peut-être le meilleur, qui est le personnage de Rebecca Ferguson. La mère. La mère, Jessica. Le meilleur. Alors, moi, j'aime beaucoup Rebecca Ferguson, pour le coup. J'adore cette actrice. Tu sais, c'est celle qui est aussi dans les 3 derniers Missions Impossibles. Oui, je vois. Elle, je trouve qu'elle dégage vraiment un truc. Et je trouve qu'en plus, son personnage, qui est un personnage très gris, le personnage de la mère, il y a un truc vraiment intéressant pour le coup. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Pas plus que ça? Non. Ok. Ensuite, on a Javier Bardem qui joue Stilgar, qui est très bon.
Tu sais, c'est le boss des Fremen. On a Josh Brolin qui joue Gurney Halleck, qui est donc le maître d'armes de Paul Atreides. Ouais. On en a parlé, Austin Butler, qui est le big bad guy motherfucker du film, le neveu du baron Harkonnen, Feyd Rautha. Tout le monde. Ouais. On a Florence Pugh qui joue la princesse Trulon. Alors elle, je sais même pas qui c'est. Tu sais, c'est la fille de l'empereur. Ah, elle est bien. Ouais, elle est pas mal. Mais bon, c'est des personnages qu'on voit quand même Oui, un petit c'est peu. ça. Mais qui incarnent bien ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. On a Dave Bautista qui joue Beast Raban, le frère du baron, bon bref, un Harkonnen. On a Christopher Walken qui joue l'empereur. Ce qu'il a à faire, il le fait très bien. Il n'a pas du tout changé. Hein. Non. Mais lui, ce qu'il a à faire, il le fait très bien, on est d'accord ? Oui. Il a rien à faire, mais oui. On a Léa Seydoux qui joue Lady Margot Fenring. Bon, transparente pour moi. Je sais même pas qui c'est. Tu sais, c'est la donc Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling qui joue la révérende Mother Moyam et Lady Margot Fenring. Tu sais, elles font toutes partie d'un groupe de femmes dont le nom m'échappe là, mais en fait, tu sais, qui infiltrent en fait chaque maison pour se marier avec les empereurs de chaque maison et les influencer parce qu'elles ont un pouvoir télépathique. Et en fait, tu comprends que dans le dos de chacune des maisons, c'est elles qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc, elle, en fait, Léa Seydoux, elle est censée se rapprocher de Feyd Rautha, le neveu de Harkonnen. Ah, mais oui, je vois qui c'est. Tu vois, donc c'est la scène après, tu sais, qu'ils se soient battus. Donc voilà. On a Stellan Skarsgård qui joue le baron Harkonnen. Bon, alors lui, il est énorme. Ouais. Hein ? Ouais. Lui, il joue une interprétation assez extraordinaire du baron Harkonnen. Super acteur, hein, de toute manière. Très connu. On a Charlotte Rampling, donc, qui joue, comme je disais, la révérende Mother Moyam. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des principaux du casting. Bon, c'est un casting magnifique. Oui. Hein, globalement, c'est des super acteurs. Bon, ça, je trouve que c'est l'une des grandes forces du film. Oui, je suis d'accord. On est d'accord ? Ouais. On passe à la réal ? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la réal de Denis Villeneuve ? Magnifique. Magnifique ? Une réal, ouais, magnifique. Qu'est-ce que tu ferais ressortir ? Ce qui est dommage, c'est que le film est un peu sombre. Le film est un peu sombre, je suis d'accord avec toi. Et je développerai avec... peut-être qu'il y a des choses que j'oublie. Ok. Bon, moi, j'ai trouvé la production design absolument sublime. C'est un film qui, d'un point de vue plastique, est vraiment extraordinaire. Que ce soit les décors, les costumes, les VFX, on a enchaîné tellement de blockbusters à 200 ou 300 bars avec des VFX de PlayStation que là, tu te dis, ok. Il y a certains jeux PlayStation qui sont meilleurs. Non mais... Je suis désolée. T'es d'accord ? Oui. Entre les Flash, les Ant-Man, les Meg, les Fast and Furious, tous des films à 200 patates, moi, ou The Marvels, etc., avec des VFX de pourris, là, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc c'est un niveau de qualité... Cher, hein. C'est un niveau de qualité qu'on attend de ce type de blockbuster avec une image plastique fantastique. L'architecture, le détail entre les différentes maisons, les Fremen, les Harkonnen, les Atreides, etc. Bref, fantastique. Je mettrais un bémol, c'est que je trouve que la réalisation pure, c'est-à-dire... C'est-à-dire les cadrages, les mouvements de caméra, le montage et les enchaînements entre les plans, ça reste quand même très académique, tu vois. On n'a pas... Tu vois, si là, on devait se dire, est-ce que tu dois extraire un plan du film ? T'en as aucun qui te vient en tête, tu vois, où tu te dis, oh putain, ce plan-là, il était dingue. Ce travelling-là. Mais ça reste un plan fixe. Oui, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas été transporté à des moments donnés par des mouvements de caméra, mais des choix de... Comment ? Le verre.
Pas quand Paul... Oui, mais pas quand ils sont ça à trois, reste... Ça, en fait, si tu veux, c'est une succession de plans serrés, plans larges, plans serrés, plans larges, vite fait un petit travelling, mais le mouvement est vraiment créé par le montage, beaucoup plus que par le mouvement de caméra. C'est pas Fincher, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu sens sûr. Que ça n'a rien à voir dans la réalisation, et du coup, c'est un film qui plastiquement est magnifique, mais d'un point de vue réalisation est finalement assez basique, je trouve. Je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Si je devais faire ce bémol. Alors, ça gâche en rien le film, et je pense que 99,9% des gens le voient même pas, si tu veux, ce que je suis en train de dire. Mais je trouve quand même que voilà, si demain il y a un Dune 3 ou... Enfin, en fait, ce que je trouve dommage chez Villeneuve, qui est un réalisateur que j'aime bien tous ses films, pratiquement. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui n'évolue pas. Je trouve que c'est un réalisateur qui ne... C'est un bon petit soldat. C'est un bon réal. Mais c'est... Tu vois, moi je trouve que Villeneuve... C'est Hakimi. C'est Hakimi. Voilà, c'est une référence au PSG. Je trouve que c'est un réalisateur où tu prends tous ses films, t'as l'impression qu'ils sont tous réalisés pareil. Tu vois, t'as pas une progression. Si je reprends l'exemple de Fincher, non, mais c'est bien, mais c'est propre, c'est bien. Tu vois, mais si on reprend notre exemple de Fincher, tu prends chaque film de Fincher, t'as une évolution dans sa carrière. Tu vois comment il filmait Alien 3, puis Seven, puis The Game, tu vois, puis Fight Club, Panic Room, Zodiac, etc. Enfin, tu vois, même Benjamin Button, Zodiac, c'est génial. Social Network, etc. Bref, toute sa carrière, tu as une évolution dans ce qu'il fait. Villeneuve, pour l'instant, moi, je vois pas de ça. Je vois pas de progression. Je vois un type qui fait toujours pareil. Je trouve que là-dessus, il est un peu comme Nolan, d'ailleurs. Même si Nolan, je trouve Nolan... Nolan est un cran au-dessus. Je trouve que Nolan est un cran au-dessus. Je trouve que Nolan est un cran au-dessus, mais Nolan a un peu cette même souci sur les films d'action, sur l'action, sur la manière de filmer l'action, etc. Bon, bref, c'était la parenthèse. Ça reste un film absolument magnifique, et ça reste... comment dire, c'est le plus beau film qu'on a vu depuis le début de l'année. Je suis même pas sûr qu'on ait vu un meilleur film d'un point de vue plastique l'année dernière, et depuis même je sais pas combien de temps. Oui, non, depuis longtemps. Depuis longtemps, on n'a pas vu plastiquement un film. Tu vois, on a vu... des seuls, le premier auquel je pense, mais ça commence à faire longtemps, c'est Manax sur les routes. Ouais, je pense que si on d'un point de vue d'expérience de cinéma, je suis d'accord. Ça se rapproche des expériences de cinéma qu'on peut avoir quand on va voir Avatar, quand on va voir Mad Max Fury Road. C'est vrai qu'il y a Avatar aussi. Tu vois, c'est des expériences de cinéma incroyables. Tu ressens des idées, des choses fortes. Ah, d'ailleurs, par rapport à Avatar, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, moi, je suis plus... Parce que c'est à peu près le même délire, au final, hein ? Oui, bah alors, tu vois, moi, je suis plus team James Cameron. Donc, si tu veux, je vais préférer le sens du spectacle de Cameron. Je suis assez d'accord. Avatar est un univers beaucoup plus enfantin que peut l'être Dune. Donc, d'un point de vue d'intérêt de l'histoire, je suis beaucoup plus intéressé par l'histoire de Dune que par l'histoire d'Avatar. Mais en termes de film, je trouve qu'Avatar est plus réussi que Dune. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que je suis... d'accord que c'était un film plus enfantin, Avatar, même si c'est pas un film pour 8 ans, tu vois. Non. Mais je suis plus intéressée par l'histoire de Dune. Après, elle est moins bien racontée. Le film est moins bien fait, donc je préfère de loin Avatar au final. Ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Là-dessus, on est parfaitement alignés. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce cher Dune ? Quel âge ? Quel âge ? C'est une bonne question. 10 ans, ouais. Ouais. Je pense que plus jeune, t'as du mal à comprendre tous les ressorts, parce que t'as quand même beaucoup de complexité sur... Enfin, de complexité. T'as des thématiques politiques assez fortes, des thématiques religieuses, tu vois, tous ces trucs-là. Puis c'est un film qui est spectaculaire, je pense, quand on est adulte. Est-ce qu'il est réellement spectaculaire quand on est un enfant ? Parce qu'il n'y a pas tant de scènes d'action que ça. Hein. Je sais pas. En vrai, moi, je suis pas loin de l'âge de 10 ans, hein, donc c'est... Oui, mais t'as une culture cinématographique qui fait que, tu vois...
Oui. Ça t'amène à apprécier des films que peut-être d'autres enfants d'un âge comparable, si tu veux, n'apprécieraient pas. Ouais. Donc ça, il faut se mettre à la place, tu vois, de tout à chacun. Oui, je dirais 10 ans, je suis d'accord avec toi. Très bien. Mon fils, est-ce qu'on conseille Dune partie 2 de Denis Villeneuve? Il faut avoir le temps. Mais Il faut avoir le temps. On répète, il dure 2h45, donc faut prévoir un petit slot dans son agenda, quoi. Ouais. Faut y aller, hein. Mais est-ce qu'on le conseille? Je le conseille. Oui, moi aussi je le conseille. C'est un très bon film, comme on l'a dit tout au long de Très bon encore, c'est trop fort, mais oui. Non, mais comme on l'a dit tout au long de ce podcast, c'est pas le chef-d'œuvre. Nous, on n'a pas vu le chef-d'œuvre que beaucoup voient, mais ça reste un très bon film. On en a pris plein les yeux quand même au niveau du visuel. C'est un grand film. C'est pour ces films-là qu'on va au ciné. Donc, il faut quand même aller voir ce film. Je trouve que c'est un film qui mérite son succès. Oui, voilà. Je suis d'accord. Après, 9 sur 10, c'est bien trop. Oui, c'est mais beaucoup trop pour le film. En fait, ça c'est les mots de notre époque, tu vois. On est dans une époque où ça ne peut être que génial ou nul. Non. Donc forcément, non, mais tout le monde, en fait... 7,5, c'est bien. Oui, je suis d'accord, mais on est toujours que dans c'est génial ou c'est nul. Donc là, Dune 2, tout le monde se dit que c'est génial, parce qu'évidemment, dire que c'est nul, ça aurait pas grand sens. Là, mais c'est ni génial ni nul. C'est un très bon film avec des défauts, des choses qu'on peut aimer. 9 sur 10. Mais pas 9 sur 10, loin de là. Je suis d'accord avec toi, c'est un 7,5, c'est bien. 15 sur 20, c'est très bien. Avec, si tu le prends d'un point de vue et une expérience cinéma à privilégier, parce que c'est vraiment un film qui se voit au cinéma. Ça te va? Ouais, ça me va. Bon, comme d'hab, on n'a pas de menu. En ce moment, on est mou du genou. On a même du mal à faire un enregistrement par semaine. Donc, on est désolé. On n'arrête pas de se répéter. Pour ceux qui trouvent qu'on n'envoie pas assez du bois, on va essayer d'aller plus loin. On fait même un big up à notre cher Clément, du coup, qui a plus de boulot. Parce qu'on lui envoie plus les podcasts, parce qu'à chaque fois on est en retard, donc du coup, il faut qu'on les publie vite. Là, on est quand même en train d'enregistrer le podcast une semaine après la sortie du film, donc on est complètement à la bourre. Bon, après, je pense qu'il va rester longtemps. Est-ce qu'on prend le serment qu'on va s'améliorer? À partir du moment où il y aura plus de films, oui, je veux bien. Mais là, non. Ça marche. Bon, du coup, le prochain film sera la surprise, parce que c'est vrai qu'on en a aucune idée, ni toi ni moi. Ouais. Bon. En plus, il n'y a rien sur Netflix. Oui. Il n'y a rien sur les plateformes. Tu sais quoi? Peut-être que le prochain, on pourrait faire une critique d'un match de foot. Est-ce qu'on ferait pas la critique du quart de finale de PSG? Oh, là, on part dans des trucs. Là, on va perdre tous les auditeurs. Ouais, c'est clair. On va se faire insulter par les Marseillais. Bon. Oh ouais. Ok, go, c'est parti. Bon, mon fils, à bientôt. À bientôt. À bientôt.